Rasiguin, bonjour, Bonjour. comme dirait Myriam. Où en sont exactement les négociations entre le Parti Socialiste et la France Insoumise? Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui coince? Alors pour l'instant, on n'en est qu'au tout début. On a eu une première réunion, une première discussion mercredi matin qui nous a permis de passer en revue les marqueurs qu'ils ont mis sur la table, qui sont leurs marqueurs importants. C'est normal que on commence par on part de leur proposition. Oui, ils mènent la négo. Voilà. C'est tout à fait normal. Et donc on a discuté de ça. On a regardé là où il y avait les convergences et elles sont assez nombreuses en fait. C'est aussi ce que les électeurs nous ont dit en fait dans l'élection présidentielle. Le social, l'écologie. Exactement. Et puis il y a des points sur lesquels il faut encore discuter. Et donc cette discussion, elle continue, elle va continuer dans les heures qui viennent. Les points qui coincent, c'est quoi? C'est l'Europe? Parce qu'on sait, la France Insoumise veut non sortir de l'Europe, mais proposer une voie quand même très alternative. Le PS est européen. Oui, le PS est européen. Ils ont aussi réaffirmé le fait qu'eux-mêmes étaient européens, mais ils avaient une vision très différente du bras de fer qu'on doit faire dans l'Union européenne. Et donc, ça fait partie effectivement des sujets qu'il va falloir continuer à discuter. Nous serons très vigilants là-dessus. Nous avons un secrétaire national à l'Europe et des députés européens qui sont très vigilants avec nous sur ces négociations. Le but, c'est à la fois un programme commun de gouvernement et des circonscriptions partagées, c'est-à-dire pas de double candidature nulle part. Oui, la base de l'accord, l'idée, c'est de trouver un accord global sur les 577 circonscriptions. Nous, ce que nous demandons, c'est que ce soit l'accord le plus large possible avec le maximum de formation politique de la gauche et de l'écologie. C'est comme ça qu'on réussira l'union, parce que l'idée, c'est justement de pas simplement avoir un accord technique. C'est pour ça qu'on commence par le fond. C'était la proposition de l'Union populaire de la France insoumise. On est d'accord avec ça, pour que ça fonctionne, pour que les Françaises et les Français, les électeurs et les électrices de gauche et de l'écologie voient ça véritablement comme un rassemblement qui est capable de gagner les élections législatives. Il faut qu'on soit d'accord d'abord sur ce qu'on dit, sur ce qu'on porte, et ensuite que ça puisse se traduire en matière électorale dans la répartition des circonscriptions. Les communistes et les écologistes sont un petit peu plus réticents à signer cet accord. Ça se passe moins bien. Alors, eux, ils ont commencé beaucoup plus tôt que nous, parce que ça ne nous a pas échappé que ça a pris plus de temps et c'est pas illogique de nouer les discussions entre le Parti socialiste et l'Union populaire. Ils ont, avec les communistes et les Verts, les discussions ont commencé dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Nous, on a eu une seule réunion pour l'instant, mercredi matin. Donc c'est normal que parce qu'ils ont déjà beaucoup plus avancé dans les négociations, il y a plus de points de tension parce qu'ils sont entrés déjà dans les discussions sur les circonscriptions, ce que nous n'avons pas encore du tout abordé. 61% des Français, selon un sondage Elab, souhaitent une cohabitation à l'issue de ces législatives. Oui. Il n'était que 47% souhaitaient la même chose en 2017. Alors évidemment, certains cohabitations avec la gauche, d'autres avec la droite. Les Français sont partagés. Vous croyez à ce scénario d'un président vite déjugé ? Mais on sait qu'en réalité, Emmanuel Macron, mais ça c'était aussi finalement son dessein, il a refusé de rentrer dans le débat avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il souhaitait finalement être réélu sans avoir à rendre compte de son bilan, ni à présenter son projet. Il a choisi d'être finalement un président réélu par défaut. Et donc les Français aujourd'hui veulent avoir un vrai débat, et on sait qu'en réalité, il y a un grand mécontentement par rapport au bilan d'Emmanuel Macron, et ils ne veulent pas que ça continue. Et ils ne souhaitent pas qu'il ait une majorité. Donc effectivement, on ne sait pas quelle sera dans les volontés de cohabitation, est-ce qu'elle sera de gauche ou d'extrême droite, parce que malheureusement c'est ça le choix. Mais nous, on va tout faire pour que ce soit la gauche qui gagne ces élections parlementaires, parce qu'effectivement c'est la première fois qu'on a un président qui immédiatement après son élection ou sa réélection fait face à des Françaises et des Français qui ne veulent pas qu'il puisse mettre en œuvre son projet. Il y a dans ces négociations d'union populaire un risque de disparition du PS. C'est François Hollande qui dit cela. Que lui répondez-vous ? Moi, je suis pas très intéressée d'écouter ce que François Hollande a à nous dire. Pourquoi ? C'est votre ancien président ? Oui, alors, je pense que on doit reconnaître ce qu'il a apporté au Parti socialiste et au socialisme. Mais ce que je constate aussi, c'est que à la fin du quinquennat de François Hollande, la gauche avait explosé, le Parti socialiste était en miettes, et la majorité de l'électorat de gauche considérait que les socialistes n'étaient plus la gauche. Alors j'ai un petit peu de mal à penser que ma première préoccupation aujourd'hui, c'est d'écouter ce que François Hollande a à nous dire sur ce qu'est la gauche et ce qu'est la fidélité au socialisme. Moi, je préfère écouter ce que les électeurs nous ont dit au premier tour de l'élection présidentielle, et je crois que c'était un message très fort et très clair. Ils vous ont dit, votre ligne ne va pas, il faut une ligne plus à gauche, nous allons la trouver chez Jean-Luc Mélenchon?
Ils nous ont dit ça en partie. Ils nous ont dit aussi que puisque vous ne savez pas vous rassembler, nous allons le faire pour vous. Nous allons le faire dans les urnes. Il y a eu une partie de vote d'adhésion à la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi une partie de vote utile. Donc des gens qui se sont dit, on n'est pas d'accord avec tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas prêt à adhérer à l'Union populaire. Pourtant, on va voter pour lui parce que on se reconnaît comme étant de la même famille, celle de la gauche et de l'écologie. Et donc ça, il faut l'entendre. François Hollande pourrait être candidat en Corrèze. Le Parti socialiste le soutiendra quand même s'il est candidat ? Écoutez, s'il demande l'investiture, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, il n'a pas fait acte de candidature. D'ailleurs, au passage, vous-même, serez-vous candidate ? Êtes-vous candidate à la candidature ? Non, je ne serai pas candidate, mais je serai très impliquée dans la coordination des élections pour le Parti socialiste. Tous ceux qui ont rejoint la France Insoumise depuis que Jean-Luc Mélenchon est en pointe, depuis 2012, venant d'autres formations de gauche, ils ont tous été un peu digérés, ils ont tous disparu parce que Jean-Luc Mélenchon veut être la seule figure. Est-ce que vous ne craignez pas la même chose à l'issue de cette union ? Je crois qu'il s'est passé aussi quelque chose avec le résultat de l'élection présidentielle du côté de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Je pense qu'ils se sont aperçus qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait après le premier tour de l'élection de 2017, c'est-à-dire décider qu'ils allaient partir tout seuls et puis rentrer dans une stratégie qui est pour grossir, il vaut mieux écraser les autres ou les absorber. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas, ça ne menait pas à la victoire au final. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est mercredi matin qu'on a discuté avec eux, c'était une vraie volonté de dialogue et de respecter les identités politiques des différents mouvements et donc de pas rentrer dans une opération de fusion-acquisition, mais vraiment d'être dans un esprit de construire un rassemblement où chacun peut se retrouver et où en fait le but c'est d'additionner les électorats, parce que si tout le monde maintenant devient est identifié comme insoumis, finalement ils ne grandiront pas. Il s'agit de faire une vraie fédération des gauches. Alors, on verra quelle forme ça pourra prendre, mais en tout cas, de se mettre d'accord sur un socle programmatique, sur un programme qui peut nous porter dans ces élections législatives, qui peut ensuite fonctionner dans un intergroupe à l'Assemblée nationale et qui peut permettre de continuer un dialogue, une coopération entre ces différents partis. Et si certains quittent le PS à ce moment-là pour faire une sorte de PS canal historique, ce qu'on entend avec Jean-Christophe Cambadélis, tant pis, c'est leur choix. Oui, écoutez, on va voir ce qui se passe, je crois, après les élections législatives. J'entends que il y a des gens qui pensent que pour rassembler la gauche, il faut continuer à créer des mouvements. Je ne sais pas très bien quelle est cette logique. Nous, on est concentrés sur la réussite de ces élections législatives et ça passe par le rassemblement. Manuel Valls parlait il y a quelques années de gauche irréconciliable. C'est contre cela que vous vous battez aujourd'hui. Oui, avec Olivier Faure, on a depuis 2018 porté l'idée que il fallait arrêter avec cette question de la gauche, des gauches irréconciliables, qu'il fallait porter l'idée du rassemblement, que ce n'y a que comme ça que la gauche a gagné. Ça ne veut pas dire effacer les identités, ça ne veut pas dire essayer de faire un seul grand parti. Au contraire, la gauche a toujours vécu, s'est toujours enrichie de la pluralité des mouvements politiques, mais il faut qu'on sache toujours se parler en complémentarité et parce qu'en réalité nos convergences sont toujours beaucoup plus fortes. Parmi les obstacles à cette union, est-ce que la laïcité ne va pas en être un ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas tenu des propos ambigus ? Alors, on a mis cette question déjà sur la table mercredi matin. Je crois que je n'ai pas vu d'obstacle à ce qu'on puisse se mettre d'accord sur le fait que les lois de laïcité qui existent dans la République aujourd'hui, à commencer par la loi 1905, n'ont pas à être remises en cause. Après, il y a pu avoir effectivement des différences de positionnement entre nous. On va pas les effacer. Nous, on sait ce qu'est notre positionnement, on sera intransigeant dessus. Le but, c'est pas de se mettre d'accord sur tout. Je sais qu'il y a aussi des courants différents même au sein de l'Union populaire sur la manière d'aborder la question des antiracismes, sur l'interprétation de la République universaliste, mais c'est pas le rôle du Parti socialiste de résoudre les problèmes de cohérence au sein de l'Union populaire, de la même manière que c'est pas le rôle de l'Union populaire de résoudre les problèmes de cohérence au sein du Parti socialiste. Ce qui compte, c'est sur quoi on arrive à se mettre d'accord, sur quel projet commun on se met d'accord, comment on définit ces fondamentaux-là, parce que la laïcité, effectivement, dans la République, ça en fait partie. Et ensuite, s'il y a encore débat entre nous sur certaines choses, et il continuera à avoir débat sur certaines choses, il faut qu'on ait un cadre
ça fait partie aussi de la stratégie dont on doit discuter, c'est quel est ce cadre pour que le débat puisse continuer. Le président de la République promet un Premier ministre ou une Première ministre marqué par le social et l'écologie. Ça vous fait penser qu'il a compris le message des électeurs ? Je ne sais pas si c'est comme d'habitude la différence entre ce que dit Emmanuel Macron et ce qu'il fait, parce qu'il a quand même beaucoup fait ça pendant 5 ans. Donc on verra, on jugera sur les faits. Il y a clairement une tactique électoraliste. Là, on vient d'avoir un sondage de l'IFOP qui est sorti et qui montre que la gauche unie arriverait 9 points, je crois, devant la République en marche sur des élections législatives. Donc il a bien compris à quel électorat il faut essayer de parler. Je crois qu'il n'a pas de très bons états de service sur le social et l'écologie. S'il nomme à Matignon Elisabeth Borne, qui a dirigé des ministères sociaux, en l'occurrence le ministère du Travail, qui a été directrice de cabinet de Ségolène Royal dans une autre vie, ça correspond quand même. Je suis pas sûre que son bilan puisse se qualifier véritablement de très social et écologique sur les questions du démantèlement des services de services publics du transport notamment. Ça n'est pas vraiment un bon bilan. Maintenant, nous regarderons ce qui se passe au niveau du gouvernement. Nous jugerons sur pièce. Ce que je continue à noter, c'est que le projet qu'il porte continue à être un projet globalement de régression sociale. Votre île natale, La Réunion, a voté à près de 60% pour Marine Le Pen au second tour. Pourquoi ? Je crois que alors il y a bien sûr des problèmes de vie chère, des problèmes sociaux qui existent depuis très longtemps, malheureusement, dans tous les Outre-mer. Oui, ça a donné Mélenchon au premier tour, Le Pen et qu'on a vu beaucoup déjà avant la crise Covid à travers les manifestations des Gilets jaunes. Et puis, bien sûr, il y a eu un énorme problème sur la manière dont a été gérée la crise Covid dans les Outre-mer. Je crois qu'il y a des différences par rapport à ces questions Covid entre les Antilles et Guyane et la Réunion. Il y a des mouvements anti-vax beaucoup plus forts sur les Antilles et Guyane que sur la Réunion. Mais en réalité, on voit qu'il y a des résultats similaires entre le premier tour et le deuxième tour sur tous ces territoires ultramarins, et donc la Polynésie est à part, et donc ça veut bien dire que il n'y a pas que la question anti-vax qui a joué. Il y a vraiment un mécontentement par rapport à la question économique et sociale en général, et je crois que ce qui est l'échec d'Emmanuel Macron et qui est très manifeste dans cette élection sur les Outre-mer, c'est qu'il a rendu le vote d'extrême droite dans les Outre-mer comme un vote d'alternance normal. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il n'avait pas d'autre choix. C'est ça que ça veut dire, oui. Mais en 2017, le résultat de Marine Le Pen, c'était 30%. Voilà. Il l'a requalifié. Et ce mouvement anti-Macron, c'est un mouvement anti-France. C'est le prélude à un éloignement de la France de ces territoires. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des mouvements autonomistes différents dans les différents territoires. À La Réunion, ça n'est clairement pas le cas. À La Réunion, il n'y a jamais eu de mouvement autonomiste. Corinne Narassiguin, merci. Bonne journée. Merci.